en salle de visio. Corinne et Claire, je vous laisse activer caméra et micro. Bonjour Corinne. Bonjour à tous. Et bonjour Claire. Bonjour à tous. Bonjour, merci mesdames de nous faire le plaisir de nous rejoindre pour cette nouvelle séance. On va être ensemble pour une durée de 1 heure. Il est déjà 13 heures. Je vais dans un premier temps vous laisser la parole, Corinne, peut-être pour vous présenter, nous présenter Claire également. Et puis on attaquera. Avec plaisir. Alors, on peut afficher le diaporama et démarrer directement. Bonjour et bienvenue à toutes et tous pour ce 3e et déjà dernier volet du cycle de novembre de la MMJ. L'ambition de ces 3 webinaires, c'était de vous donner des clés pour faire décoller votre capital bien-être cet hiver. Vous avez déjà vu il y a 15 jours comment être acteur de votre bien-être. La semaine dernière, comment bouger et activer les ressources qui permettent d'augmenter le bien-être. Et je vous propose aujourd'hui de découvrir que vous pouvez aussi influencer votre système immunitaire. C'est encore une fois grâce à vous, grâce à vos choix quotidiens, que vous allez pouvoir faire évoluer votre état de santé. Donc pour ça, on a la chance et le privilège d'être accompagné de Claire Devilliers aujourd'hui. Claire, elle est naturopathe. Je sais sa qualité, je sais son niveau d'expertise. Je le dis parce qu'elle ne va pas le dire forcément, elle le dira pas naturellement. Mais croyez-moi, c'est réellement une chance de bénéficier de ses recommandations aujourd'hui. Claire, elle va vous dire comment nourrir votre système immunitaire pour améliorer votre santé, vous donner des conseils pratiques qui vont être faciles à mettre en place au quotidien. Et puis moi, donc Corinne Houillet, pour ceux qui me connaissent, j'ai déjà participé à d'autres webinaires, je suis sophrologue. Je vais intervenir sur la 2e partie de ce webinaire. Je vous montre le sommaire, je ne l'avais pas fait apparaître, pardon. Et moi, je vous parlerai de vos émotions. Je vous expliquerai, je vous présenterai comment les émotions, et peut-être d'ailleurs surtout la façon dont vous allez les gérer, comment ces émotions, elles peuvent influencer votre immunité également. Alors, je vais laisser Claire démarrer sa première partie. Nous sommes toutes oui, Claire, c'est à toi. C'est parti. Alors, attendez, je vérifie que ça marche bien. Voilà, parfait. Donc effectivement, moi je suis donc naturopathe, donc j'exerce en cabinet dans les Hauts-de-France. J'ai un cabinet sur Béthune et j'ai un cabinet sur Sequedin. Donc c'est principalement de l'accompagnement en individuel et évidemment j'interviens également pour ce type d'animation et je suis également formatrice dans une école de naturopathie. Alors, avant de vous parler effectivement plus précisément du sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire l'immunité, et moi en particulier, je vais vous apporter des clés par rapport à l'alimentation. Je prends un petit temps juste pour vous repréciser, vous recadrer un petit peu ce qu'est la naturopathie. Donc c'est important de savoir que l'OMS la reconnaît comme une médecine traditionnelle et la définit, vous avez la définition, comme un ensemble de méthodes de soins visant à renforcer les défenses de l'organisme par des moyens considérés comme naturels et biologiques. Donc, autrement dit, on est effectivement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est sur une approche de la santé préventive. Donc, dans le meilleur des mondes possibles, en fait, on travaillerait avec les gens pour prévenir toute problématique et éviter que les déséquilibres s'installent. Donc, je vais juste aller assez vite pour vous rappeler que, alors c'est aussi ce qu'on appelle une approche holistique, c'est-à-dire que on va prendre la personne dans sa globalité. C'est à la fois sur le plan vraiment très physique, on va s'intéresser à tous les systèmes du corps pour essayer de comprendre un petit peu les interactions qui peuvent se passer, mais ça veut dire qu'on prend aussi en compte toute la partie émotionnelle et même d'une manière beaucoup plus générale que ça, l'environnement de vie de la personne, puisqu'on va travailler vraiment sur l'hygiène de vie au sens très large. Donc, les 3 piliers de la naturopathie, parfois les gens me disent « oui, la naturopathie, c'est soigner par les plantes ». Alors, évidemment, ce n'est pas faux, puisque la phytothérapie, ça fait partie des outils les plus polyvalents qu'on peut avoir, mais ça vient de façon secondaire, c'est-à-dire qu'on va de toute façon travailler sur ce qu'on appelle donc ces 3 piliers fondamentaux, l'alimentation, donc là, c'est ce qu'on va vraiment beaucoup discuter aujourd'hui, l'équilibre émotionnel, donc là, ça va faire du lien avec ce que Corinne va vous présenter dans la seconde partie, et le mouvement, autrement dit l'exercice physique. Alors nous, on n'intervient pas directement dessus, mais ça fait partie des choses qu'on va aborder, interroger pour voir si la personne, globalement, a la notion de mouvement dans sa vie.
Et les autres outils, alors là, ça peut être une palette vraiment très très large. Alors je vous parlais de la phytothérapie. On peut avoir aussi ce qu'on appelle les fleurs de bac. Ça, c'est des élixirs floraux qui vont davantage travailler sur la sphère émotionnelle. Je pratique également, par exemple, la réflexologie plantaire, qui peut être aussi un outil parfois connu. Et puis plein d'autres techniques comme l'hydrologie, la respiration et quelque part la sophrologie, hein, la technique que propose Corinne, fait partie quelque part de la naturopathie, puisqu'on vient travailler ici sur la respiration, sur la visualisation. Ça fait partie des outils qui peuvent s'intégrer dans la naturopathie. Alors, donc, je vais commencer par vous présenter. Donc, aujourd'hui, on va vraiment faire le lien entre l'immunité. Donc là, typiquement, on est sur une thématique qui est de l'ordre de la prévention. On est le 30 novembre, c'est vraiment la période idéale pour renforcer son système immunitaire. Et dans le contexte actuel, évidemment, c'est de toute façon d'actualité. Donc, le principe, dans un premier temps, c'est d'identifier ce qu'on appelle les nutriments essentiels. Donc, voilà, dans l'alimentation, vous savez qu'on se nourrit pour avoir ce qu'on appelle des macronutriments, hein, les lipides, les glucides, etc. Et on a aussi des micronutriments. Donc là, c'est vraiment toutes les vitamines et les minéraux qu'on n'utilise pas directement, mais qui vont servir à fabriquer, à participer à un ensemble de chaînes métaboliques, etc., pour que tout fonctionne de façon optimale dans le corps. Alors, entrons donc dans le vif du sujet. C'est peut-être l'un des micronutriments les plus connus par le grand public, c'est la fameuse vitamine C. Peut-être que certains d'entre vous font des cures de temps en temps ou systématiquement pendant l'hiver. Vous pouvez me partager dans le chat, j'aurai l'occasion de regarder dans la deuxième partie, me partager vos techniques éventuellement actuelles que vous remèdes de grand-mère, ou voilà, on pourra en discuter. Donc rapidement, la vitamine C, évidemment, va participer à la stimulation des cellules immunitaires. J'en profite quand même pour vous rappeler ou pour vous apprendre que la vitamine C a énormément d'autres fonctions. C'est notamment un précieux antioxydant. Ça a aussi une fonction, ça on le sait beaucoup moins, dans ce qu'on appelle le bon fonctionnement du système nerveux, parce que ça va participer à la synthèse de ce qu'on appelle les neuromédiateurs ou neurotransmetteurs. Donc c'est la noradrénaline, la dopamine, la sérotonine, qui sont, alors on ne va pas rentrer dans le détail, mais qui sont responsables de justement l'équilibre de nos émotions, de notre humeur, de notre motivation, notre entrain, etc. Et ça, je le dis parce que j'ai cru voir qu'on avait une majorité de femmes, donc on est globalement souvent concerné par un problème de fer. Et donc, c'est bien de savoir que la vitamine C va favoriser l'absorption du fer. Donc, si vous avez, par exemple, dans votre assiette une source de fer, que ce soit du boudin noir ou des lentilles, eh bien, si vous arrosez, par exemple, d'un petit filet de jus de citron frais, eh bien, vous allez potentialiser l'absorption du fer, surtout si c'est un fer végétal, parce qu'il est beaucoup moins assimilé que le fer animal. Le problème de la vitamine C, c'est que c'est une vitamine, c'est peut-être la vitamine la plus fragile, c'est-à-dire qu'elle va être très vite oxydée à la lumière, mais surtout à la chaleur. C'est-à-dire que dès qu'on va cuire un aliment qui contient de la vitamine C, on en perd au moins la moitié au passage. Et évidemment, plus c'est des cuissons hautes, plus ça va altérer la vitamine C, mais comme l'ensemble des autres micronutriments. Donc ça, c'est bien de le savoir et on en reparlera tout à l'heure quand j'aborderai les conseils plus concrets. Alors, où on la trouve ? En général, on a à l'esprit les agrumes, les oranges, les citrons, etc. En fait, ce n'est pas forcément les aliments les plus riches en vitamine C. Le kiwi, des fois, est connu quand même pour sa richesse en vitamine C, est déjà plus concentré en vitamine C. Et alors, dans la liste que je vous ai donnée, exception faite de la première, l'acérola, mais je vais y revenir juste après, c'est finalement le poivron rouge qui va être l'un des végétaux les plus riches en vitamine C. Donc idéalement, poivron rouge, alors on commence à plus être trop dans la saison des poivrons, on en trouve encore un petit peu. Sachez que si vous les consommez crus, si vous arrivez à bien les digérer, ça c'est une super source de vitamine C déjà dans l'assiette. Alors je reviens donc rapidement sur l'acérola. L'acérola, c'est un tout petit fruit qu'on trouve pas chez nous. Mais par contre, vous allez le trouver, peut-être que vous l'avez déjà vu. L'acérola, vous allez le trouver en complément alimentaire, notamment en magasin bio, mais certaines pharmacies aussi peuvent en vendre. Donc là, c'est souvent des petits comprimés à croquer ou à sucer. Ça peut être un petit réflexe à avoir si vous vous rendez compte que les apports en vitamine C ne sont pas suffisants. Faire une petite cure pendant l'hiver, en général, c'est un comprimé par jour et vous pouvez très facilement monter les dosages en cas d'infection.
Ça, c'est vraiment un réflexe à avoir aussi. Ça va vous aider à passer plus rapidement l'épisode infectieux. Deuxième micronutriment extrêmement important dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est la vitamine D. Alors, la vitamine D, je fais une parenthèse quand même parce que c'est important, c'est une des seules choses qui a été étudiée et mis en avant dans le cadre du Covid-19. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que les personnes qui faisaient des formes graves avaient souvent, voire très souvent, voire quasi systématiquement, un taux de vitamine D très bas. C'est tout à fait logique dans la mesure où la vitamine D, alors souvent on la connaît pour son rôle dans la bonne santé osseuse. Pourquoi ? Parce que ça va favoriser l'absorption du calcium. Mais en fait, on a très souvent oublié que la vitamine D avait un rôle essentiel dans l'immunité. Alors je ne vous détaille pas parce que c'est assez complexe ce qui se joue, mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est vraiment un des basiques pour un système immunitaire important. Alors globalement, sans faire de caricature, mais parce que c'est effectivement le cas, nous sommes tous carencés. Et ce n'est pas juste une histoire de soleil. On peut se dire, oui, nous dans le Nord, on n'a pas beaucoup de soleil. C'est pas faux, évidemment. Mais globalement, on peut être à la fois carencé toute l'année, et puis les carences concernent aussi nos amis du Sud ou des pays plus exposés. Les valeurs idéales, je vous les donne quand même. Si jamais vous avez fait un dosage sanguin, vous pourrez comparer. Le dosage idéal qu'on essaie d'avoir, c'est entre 60 et 100 nanogrammes par millilitre. C'est extrêmement rare, sans complémentation, d'arriver à atteindre ces taux-là. Je précise également que ces taux de valeur idéale sont inférieurs aux normes que vous allez trouver éventuellement sur votre bilan sanguin. Donc prenez vraiment ces références-là. Alors, où on va trouver la vitamine D ? Alors, je le dis au passage, vous le savez peut-être, la vitamine D, on est capable de la synthétiser à partir du soleil, je le disais tout à l'heure. Donc ça commence, il y a plusieurs phases de transformation pour avoir la vitamine D active. Ça commence par la peau, après ça passe par les reins, par le foie, jusqu'à avoir une vitamine D qu'on appelle active et qui va réellement pouvoir être utilisée. On peut la trouver dans certains aliments au niveau de l'alimentation. Alors, l'huile de foie de morue, la fameuse, c'est une excellente source de vitamine D. Alors, l'huile de foie de morue, on est déjà sur un complément parce qu'on a extrait l'huile, mais si vous mangez du foie de morue, si vous aimez, on en reparlera juste après pour la vitamine A, c'est une très très bonne source alimentaire de vitamine D. Globalement, on va la trouver dans certains poissons gras, notamment le saumon par exemple, aussi dans le jaune d'œuf, dans certains champignons. Voilà, globalement, l'alimentation sera d'une manière générale insuffisante pour avoir des apports suffisants. Donc, ce que je vous indique ici, la complémentation, c'est l'une des complémentations en micronutrition que je recommande le plus souvent, surtout en ce moment. Mais c'est bien d'avoir un dosage pour avoir du coup une complémentation adaptée. Si vous en avez chez vous et sans avoir de dosage sanguin, vous pouvez, alors on parle en UI, donc vous verrez, c'est marqué par exemple 1000 UI par goutte, si c'est en complément sous forme de goutte, c'est très souvent le cas. Vous pouvez sans aucun danger prendre au moins 1000 UI par jour, voire 2000 UI. L'idée, c'est que si vous êtes très carencé, on peut tout à fait monter les dosages. Et c'est vraiment l'idée d'avoir une vitamine D naturelle, évidemment en complémentation, tous les jours, de façon très régulière. Beaucoup plus efficace qu'une ampoule très dosée, quand les médecins vont conseiller d'une manière générale, une fois par mois, par exemple. Voilà, ça va monter, mais on a mis en lumière que ça ne permettait pas d'avoir une complémentation sur le long cours. La vitamine A, rapidement. Alors, la vitamine A, évidemment, une fonction dans le système immunitaire. C'est aussi la vitamine extrêmement importante pour la bonne santé des yeux. Et là aussi, elle a une fonction dans la bonne ossification, puisqu'elle a une fonction dans la croissance des os. Donc ça, c'est extrêmement important également. Alors, il faut juste savoir que la vitamine A, on la trouve sous deux formes différentes. Ce qu'on appelle une forme animale, donc qui s'appelle le rétinol, et plus connu, le bêta-carotène. Facile à repérer parce que finalement, c'est un pigment orange. Donc, le plus connu, évidemment, c'est les carottes. Mais voilà, je vous donne un peu une liste d'autres végétaux dans lesquels on peut trouver du bêta-carotène. Le principe, c'est qu'il faut les deux. Le bêta-carotène, c'est pas ce qu'on appelle justement une forme active. Donc le corps va de toute façon le transformer en forme active de vitamine A, ce qu'on appelle la provitamine A. Mais c'est bien d'avoir des sources alimentaires dans les deux, le sphère animale, si vous en mangez, et la sphère végétale. Et je vous disais, l'huile de foie de morue, c'est une excellente source de vitamine A. Donc soit sous cette forme-là, soit tout simplement le foie de morue, qu'on peut trouver alors, de qualité, de qualité biologique de préférence. Là, en consommant du foie de morue une fois par semaine, par exemple, vous garantissez des apports en vitamine D, en vitamine A et également en oméga 3.
Alors, 2 minéraux que j'ai sélectionnés, parce qu'il fallait faire un choix quand même, qui sont vraiment indispensables. Le premier, c'est le zinc. Peut-être que vous l'avez en tête, qui a vraiment une fonction extrêmement importante pour le système immunitaire. Alors, je passe aussi rapidement, c'est là aussi un très puissant antioxydant. Et on le retrouve aussi, peut-être que vous avez déjà remarqué ça, dans des compléments, par exemple pour la santé des cheveux ou les problèmes de peau, etc. On peut conseiller du zinc également. Alors, où est-ce qu'on va le trouver? Un super aliment, ça va être la saison avec les fêtes de Noël. Donc, si vous aimez ça et si vous en consommez, les huîtres, c'est un excellent aliment. Hein. Ça contient énormément de minéraux différents, dont le zinc. Mais on va le trouver aussi globalement dans les produits animaux. Alors, une vigilance, une petite parenthèse, si vous avez un régime végétarien ou végétalien, le zinc, on y pense moins, mais ça peut faire partie des carences. Pourquoi? Parce qu'on le trouve quand même un peu moins dans le règne végétal. Si vous êtes dans ce cadre-là, sachez que les graines de courge, c'est une super source de zinc. Donc ça, vous pouvez vraiment en rajouter dans les salades, dans vos plats, sur des tartes, etc. Et les légumineuses, on en reparlera aussi tout à l'heure, contiennent aussi du zinc. Le sélénium, enfin, pour terminer. Sélénium, pareil, évidemment, une fonction pour le système immunitaire. C'est également un très puissant antioxydant. Donc, quand je dis antioxydant, c'est vraiment tout ce qui va lutter contre le vieillissement dû à ce qu'on appelle le stress oxydatif, qui est une des raisons principales de pourquoi on n'est pas immortel et qu'on finit quand même par vieillir. Le sélénium, alors, s'il y a une chose à retenir, le sélénium, c'est les noix du Brésil. Je vous ai mis en photo parce que peut-être que vous connaissez de nom, vous avez déjà vu. C'est une sorte d'oléagineux, ou noix d'Amazonie, parfois c'est appelé. C'est une très très bonne source de sélénium. Alors, sachez que si vous aimez ça, si vous en mangez 2 à 3 par jour, alors pas plus, parce que trop de sélénium, c'est comme tout, c'est la dose qui fait le poison. Il faut un bon équilibre. Donc, trop de sélénium, on peut avoir après des signes d'une certaine toxicité. Donc 2 à 3 par jour de noix du Brésil. A priori, ça vous garantit déjà un apport en sélénium vraiment intéressant. Alors, maintenant, je vais passer à des conseils beaucoup plus concrets et des réflexes que je vous invite à avoir à l'esprit qui vont vous permettre d'augmenter ce qu'on appelle la densité nutritionnelle de votre alimentation. Et là, en l'occurrence, qui vont vous permettre de trouver notamment les micronutriments que je vous ai présentés juste avant. Alors, le premier, et peut-être l'un des plus importants, c'est d'aller vers ce qu'on appelle une alimentation vivante. Peut-être avez-vous déjà entendu cette expression. Qu'est-ce qu'on entend par vivant? Ça veut dire qu'on a des micronutriments qui sont préservés. C'est-à-dire que c'est un des problèmes de se nourrir principalement avec des produits industriels du commerce, c'est que ça a été extrêmement transformé, raffiné, etc. Et donc, au final, quelque part, les aliments sont morts. On va garder les macronutriments, mais tout ce que je vous présentais tout à l'heure, vitamines, minéraux, on va globalement en perdre énormément. Donc, une façon d'avoir une alimentation vivante, et ça c'est important pendant cette saison, c'est de continuer à avoir des fruits et des légumes crus. Et j'insiste sur les légumes crus parce que souvent, évidemment pendant l'été c'est facile parce qu'on a énormément de crudités, les tomates, les concombres, etc. En hiver, et moi je le vois très souvent en cabinet, quand je fais l'analyse alimentaire des personnes, en hiver, au mieux on mange un petit peu de salade, des endives de chez nous, mais pas forcément tous les jours. Donc l'idée c'est d'essayer de vous poser la question, comment je peux essayer d'avoir au moins une portion de légumes crus dans la journée. Alors, je vous ai mis une petite liste, on parle évidemment de la salade, des endives, les carottes râpées, ça on le fait souvent, le radis noir qui est un très bon aliment pour le foie. La betterave, on la fait cuite, même on la mange en froid, mais sachez que vous pouvez la consommer crue, râpée, mélangée à d'autres légumes par exemple. Tout ce qui est chou rouge, chou blanc, chou chinois, etc. Tous ces choux-là peuvent se faire, alors je vous invite à aller vraiment les émincer très finement pour pas que ça soit trop compliqué à mâcher. N'hésitez pas à mélanger les différents légumes et surtout à ajouter des graines. On parlait des graines de courge, des oléagineux, des fruits secs, pourquoi pas, pour agrémenter, en variant un petit peu tous les jours, une fois des graines de courge, une fois des graines de tournesol, etc. J'en profite pour faire un petit focus sur les huiles végétales. Je n'ai pas le temps de vous détailler ça aujourd'hui, mais les acides gras essentiels, ça serait un sujet extrêmement intéressant à explorer. Sachez globalement que le réflexe est d'avoir de l'huile d'olive, qui va apporter notamment des oméga 9, et une huile végétale qui va compléter en apportant des oméga 3. Les plus connus et les plus faciles à trouver, c'est l'huile de colza et l'huile de noix. Vraiment, je précise,
achetez de préférence en magasin bio. Pourquoi? Parce que vous serez certain et certaine que c'est d'une première pression à froid. Ces huiles-là, il faut absolument les garder au réfrigérateur. Voilà, et ça, l'idée, c'est d'en avoir tous les jours. Vous pouvez aussi penser au jus frais de fruits et de légumes. L'idéal, c'est l'extracteur de jus. Pourquoi? Parce que c'est le principe de ce qu'on appelle une rotation lente. Donc, ça va vraiment davantage préserver l'ensemble des micronutriments. La centrifugeuse, le problème, c'est que ça va chauffer en fait les nutriments. Et comme la chaleur oxyde, on va perdre certains micronutriments. Juste une petite vigilance, si vous faites des jus, essayez de faire principalement des légumes et d'ajouter un peu de fruits juste pour que ça soit agréable au goût. Mais voilà, des jus 100% fruits, n'oubliez pas que c'est quand même une source de sucre. Donc voilà, c'est bien de respecter cette proportion d'un quart, trois quarts. Et un petit focus également sur les épices et les aromates. Alors là, on pourrait détailler les vertus de toutes les épices et les aromates. Globalement, elles ont toutes des vertus intéressantes. N'hésitez pas vraiment à y penser à chaque fois que vous cuisinez, en rajouter aussi à froid dans vos plats, etc. Ça, c'est vraiment des choses qui vont notamment vous apporter un certain nombre de micronutriments. Alors ensuite, les graines et les oléagineux. Vous avez vu que j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Alors, les oléagineux, c'est donc tout ce qui est amandes, noisettes, les noix du Brésil dont je vous parlais juste avant, les noix de cajou, les noix de macadamia, etc., etc. Je vous invite à les acheter non grillées et non salées. Hein. Même les cacahuètes, je ne l'ai pas mis, mais les cacahuètes sont intéressantes aussi. Évidemment, je ne parle pas des cacahuètes salées, extrêmement salées, grillées, etc., qu'on met à l'apéritif. C'est vraiment, il faut les acheter vraiment brutes, non transformées. N'ayez pas peur de prendre du poids avec les oléagineux, c'est parfois des choses que j'entends. C'est vraiment des acides gras extrêmement intéressants. Et au contraire, hein, je pourrais vous en parler plus précisément, mais au contraire, ça fait partie des réflexes qu'on peut avoir quand on veut perdre du poids, mais c'est une parenthèse. Donc vous pouvez vraiment sans aucun souci en consommer tous les jours, l'équivalent d'une poignée, en priorisant par exemple les amandes et les noix. Pourquoi les noix? Parce que ça apporte des oméga 3 notamment. Et sachez aussi, peut-être que vous connaissez, mais sachez qu'on peut les trouver également sous forme de purée. Alors, on trouve ça en magasin bio, encore une fois. Vérifiez bien que c'est des purées 100% oléagineux, parce qu'on trouve aussi certaines avec du sucre ajouté, etc. Donc voilà, purée d'amandes complète de préférence, purée de noisettes, purée de cacahuètes, etc. C'est des choses que vous pouvez utiliser telles quelles. Il faut bien mélanger parce qu'il y a toujours le gras qui surnage un petit peu, mais il ne faut surtout pas l'enlever. On peut l'utiliser telle quelle à tartiner sur le pain le matin, par exemple. On peut l'intégrer dans des yaourts, dans des compotes. On peut l'utiliser aussi beaucoup en pâtisserie. Pour remplacer du beurre, par exemple, vous pouvez complètement remplacer par une purée d'oléagineux, ça marche très bien. La catégorie des graines, alors là c'est pareil, on a vraiment de la variété là-dedans. Les graines de courge, je vous en parlais tout à l'heure pour le zinc. Les graines de lin, de sésame, alors ça c'est vraiment top pour plein de raisons, entre autres les oméga 3. Les graines de chia également. Idéalement, sésame, lin et même graines de chia, si vous connaissez, le mieux, c'est de les consommer mixées. Pourquoi? Parce qu'en fait, on n'arrive pas à métaboliser ces toutes petites graines-là, donc elles vont ressortir comme elles sont rentrées. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'autres intérêts, mais le mieux, c'est vraiment de les mixer. Comme ça, on peut mettre à jour les oméga 3, notamment, qui sont contenus dans la graine, pour pouvoir vraiment les métaboliser et en bénéficier. Sachez que si vous les mixez, malheureusement, on ne peut pas les mixer trop d'avance parce qu'évidemment, les oméga 3 sont très fragiles. Donc à ce moment-là, si vous en mixez un petit peu, vous les gardez absolument au frigo et il faut vraiment les consommer dans les 2-3 jours. Sinon, vous pouvez vraiment les ajouter directement dans les plats, dans les salades. C'est juste souvent, il faut simplement y penser. Donc voilà, vous pouvez vraiment faire ça avec le principe des bocaux, hein, en avoir dans des bocaux prêts et accessibles dans votre cuisine pour vraiment en rajouter très facilement. Alors, troisième conseil, là c'est des petits focus plus précis sur certains aliments, ce qu'on peut vraiment appeler justement les super aliments ou des alicaments, des fois c'est une expression qu'on peut avoir entendue. Je regarde juste l'heure, ok. Le germe de blé, alors ça c'est des choses que vous allez trouver dans le commerce assez facilement, je ne détaille pas, mais c'est vraiment par exemple une grande source de vitamine B également. Donc ça c'est des choses que vous pouvez saupoudrer très facilement sur vos plats, vos salades, mais aussi vos soupes, etc. Encore une fois, il faut vraiment juste y penser, mais ça fait partie des choses que vous pouvez avoir à la maison. Je vous invite ça à le garder quand même au frigo pour préserver justement les micronutriments.
Les algues. Alors les algues, souvent ça fait faire des têtes comme ça quand on parle des algues parce qu'on se dit: «Oh là là, c'est quoi ces trucs, bizarres? C'est un petit peu typé» et cetera. On n'a pas trop l'habitude, c'est vrai, de nous cuisiner les algues. Ce que je vous conseille, c'est de tester. Si vous allez en magasin bio, au rayon frais, vous allez en trouver sous forme de ce qu'on appelle tartare. Donc c'est plusieurs algues de mer mélangées, mais qui sont déjà préparées avec des huiles, il y a des capres souvent, et cetera. Vous pouvez vraiment le mettre comme sur la photo, hein, comme une tartinade. Moi, souvent, je le mets à l'apéritif, par exemple, avec un petit bâtonnet de carottes, des choses comme ça. Je trouve que ça se marie très bien avec l'avocat, si vous voulez tester. Et puis en été, avec des tomates, c'est extrêmement bon aussi. Ou tout simplement le rajouter dans une salade comme une base d'assaisonnement. Je vous invite à tester, comme ça, si vous aimez, vous allez peut-être trouver que c'est pas si terrible que ça. Ça, c'est vraiment une source extrêmement, extrêmement riche en minéraux, en protéines aussi, hein, il faut le savoir. Et dernier petit focus que je voulais vous présenter, c'est ce qu'on appelle les graines germées. Alors, c'est pas juste décoratif, même si ça fait très joli sur les assiettes. C'est vraiment, là, pour le coup, une bombe de minéraux et de nutriments, des enzymes également digestifs. C'est vraiment tout le potentiel de la plante. Et sachez que la germination, ça fait apparaître des choses qui n'existent pas dans le végétal de base, en fait. C'est un des grands intérêts de la germination. Alors, vous pouvez déjà tester si vous ne connaissez pas du tout. Vous allez en trouver encore une fois en magasin bio, en rayon frais, qui sont déjà germés. Alors, c'est à consommer rapidement parce que c'est quand même assez fragile. Si vous voulez tenter l'aventure, on peut très facilement, alors il faudrait en parler plus longuement également, mais on peut très facilement les faire soi-même. C'est même quelque chose qui peut être chouette à faire en famille, parce que c'est toujours sympa de voir les petites graines qui sortent. Voilà, si vous voulez commencer, un petit conseil, commencez par les graines d'alfalfa. Je trouve les plus faciles, ça pousse très facilement, il n'y a pas besoin d'enlever après l'écosse, etc. Ça se prend par petites poignées et vous pouvez les intégrer directement. Alors, ne pas oublier de s'hydrater. Ça fait aussi partie des choses qu'on peut un peu laisser de côté quand il fait froid parce qu'on n'a pas forcément soif. Alors, c'est vraiment important de bien s'hydrater. Ça fait partie aussi des basiques pour l'immunité, hein. On n'y pense pas forcément, mais c'est extrêmement important. Alors, on a coutume en naturopathie de conseiller plutôt des eaux peu minéralisées. C'est-à-dire que vous avez toujours une petite étiquette sur les bouteilles, donc regardez le chiffre qui apparaît au niveau du résidu à sec. Globalement, il faut être autour de 300 mg. C'est des eaux, par exemple, comme la Volvic, comme la Monroucou, la Montcalm, qu'on trouve en magasin bio. L'objectif, c'est quand même de rester à 1,5 litre par jour. Je ne parle pas d'activité sportive, etc. Et principalement entre les repas. Vous pouvez évidemment penser aux tisanes si vous avez besoin de vous réchauffer. Là, profitez-en. Je vous ai mis une petite recette que vous retrouverez sur le support que je vous mettrai à disposition également. Pensez aux plantes qui vont naturellement soutenir le système immunitaire, qui vont être réchauffantes, qui vont être stimulantes. Par exemple, le thym, ça en général, c'est connu comme remède de grand-mère, hein. La cannelle, qui est vraiment un super anti-infectieux. Sachez qu'elle a une action sur la glycémie aussi, elle est hypoglycémiante, donc très intéressant aussi à ce niveau-là. La cardamome, le romarin, qui est vraiment un draineur doux du foie et qui va stimuler également une tisane de romarin le matin. Alors, ça n'a rien à voir en termes de goût, mais ça peut tout à fait remplacer l'effet du café si vous cherchez cet effet tonifiant. Le romarin va vraiment avoir aussi cette fonction-là. Voilà, donc je ne détaille pas, vous regarderez la petite recette que je vous proposais à base de gingembre frais aussi, c'est pour ceux qui aiment, hein, parce que c'est typé, mais ça, c'est vraiment aussi plein de bienfaits. Dernier conseil, pensez aux produits de la ruche. Alors là, pareil, je pourrais vous donner des références parce qu'il y a différentes qualités. Le top du top, c'est vraiment la gelée royale. Alors, méfiance aussi sur tout ce qui se trouve en complément alimentaire parce que la gelée royale, c'est très vendeur, mais alors des fois, c'est présent en quantité tellement infime que pour avoir un effet, franchement, il y a beaucoup plus de miel que de gelée royale, par exemple. Même chose pour la propolis, hein. Des fois, on trouve des compléments avec tout ça. Le mieux, enfin en tout cas moi la façon dont à la fois je le prends et je le conseille, c'est vraiment la gelée royale pure. Vous voyez, ça se présente sous forme de petits pots comme ça. Pour que ça soit efficace, il faut prendre l'équivalent d'1 gramme le matin à jeun et vraiment il faut mettre la cuillère sous la langue pour faire ce qu'on appelle une absorption directe là, au niveau de la bouche en fait. Donc laissez fondre tout doucement sous la langue pour vraiment que ça soit absorbé directement à ce niveau-là. Et le minimum, c'est vraiment 3 semaines de cure, idéalement 1 mois à 2 mois. Là, en général, je le fais au début de l'hiver ou alors justement vers janvier-février. C'est là où, en général, il y a le pic des épidémies où on a une petite baisse immunité parce qu'on est aussi plus fatigué.
Dans le même ordre d'idées, on a le pollen frais. Alors là, c'est pareil, même principe, c'est à prendre plutôt le matin, à jeun. Ça fait vraiment ce qu'on appelle des petites pelotes. Donc là, il faut vraiment bien les mastiquer assez longuement pour vraiment que ça soit bien réduit à l'état liquide pour pouvoir favoriser cette absorption au niveau de la bouche et sous la langue. Vous pouvez, si vous connaissez, vous fournir directement auprès d'un apiculteur, ça c'est le top. Vous allez aussi en trouver en surgelé dans les magasins bio. Sachez que ce qu'on trouve dans vraiment rayon épicerie, voilà, en bocaux classiques, c'est bien, mais forcément, ça a déjà pas mal perdu au niveau de ce qu'on peut trouver dedans, notamment les enzymes. Alors, dernière partie que je voulais aborder avec vous, qui est extrêmement importante. On pourrait vraiment y passer énormément de temps parce que c'est un gros, gros sujet. Depuis quelques années, ça fait partie, la flore intestinale, de ce qui est le plus étudié en ce moment et on découvre, on est à mon avis qu'au début de toutes les découvertes qu'on va faire et de tous les liens qu'on peut faire avec la flore intestinale et tous les domaines de santé, toutes les pathologies, etc. Là, je vais en parler. Pourquoi ? Parce que la flore intestinale, ça fait partie de l'équilibre extrêmement essentiel pour l'immunité parce qu'on a l'équivalent de 70% de nos cellules immunitaires qui sont dans les intestins. Ça veut dire que si on a un intestin qui est déséquilibré, qu'on a une forme d'inflammation, qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne, forcément, ça va avoir une incidence sur notre immunité. Donc là, je suis obligée d'aller quand même assez vite pour pas trop déborder au niveau du temps. Mais voilà, je vais vous donner déjà cette notion-là, parce qu'on l'a pas forcément effectivement à l'esprit, en dehors des apports en micronutriments que j'ai abordés jusqu'à présent. Alors, deux choses que je souhaitais vous repréciser. Bien souvent, vous avez entendu, on vous a conseillé, pour telle ou telle raison, une cure de probiotiques. Là, je vais vous présenter les prébiotiques. Alors, la grande différence entre les prébiotiques et les probiotiques, c'est que les prébiotiques, c'est en fait ce qui va venir apporter la nourriture aux bactéries qu'on a déjà dans les intestins. Alors que donc c'est ce que je vous ai mis là, les prébiotiques, c'est je vais nourrir mes bonnes bactéries. Les probiotiques, en fait, c'est quoi des probiotiques ? C'est des bactéries. Donc quand on les prend sous forme de complément, on vient apporter ce qu'on appelle des bonnes bactéries pour rééquilibrer en fait la population qui est déjà présente dans nos intestins. Je ne l'ai pas dit, mais je vous le reprécise au passage, la flore intestinale, c'est la plus grosse flore qu'on ait, parce qu'on a d'autres flores au niveau vaginal, au niveau de la bouche, au niveau de la peau. Mais vraiment, la flore principale, c'est notre intestin. Ça représente plus de 100 000 milliards de bactéries. En termes de poids, c'est entre 1 et 2 kilos. Vous voyez un petit peu ce que ça représente. Et ce n'est pas une bactérie, c'est un ensemble de populations et c'est tout cet équilibre-là qui va jouer en fait. Et il y a autour de 1000 espèces différentes de bactéries. Il y a ce qu'on appelle des bonnes bactéries, des bactéries qui sont pathogènes, mais quand elles sont maintenues dans un équilibre qui est qu'elles sont en petite proportion, elles ne vont pas poser problème. Les problèmes commencent à s'installer quand les bonnes bactéries diminuent pour plein de raisons, et du coup, ça laisse la place aux bactéries beaucoup plus pathogènes, donc nocives, qui vont du coup proliférer et créer un certain nombre de problèmes. Donc je reviens sur ce qu'on appelle les prébiotiques. Donc ça, c'est, alors globalement pour faire simple, c'est vraiment certaines sources de fibres. Les fibres, c'est des choses que nous, on ne va pas métaboliser au niveau de l'intestin grêle, qu'on ne va pas absorber, mais qui vont être métabolisées un petit peu plus loin par le côlon. Et donc, il y a certains légumes notamment légumes, qui vont apporter énormément de prébiotiques. Je vous ai mis quelques exemples, l'artichaut, le poireau, les oignons, l'ail, le panais, alors le topinambour. Le topinambour, c'est une des plus grandes sources de ce qu'on appelle l'inuline. L'inuline, c'est vraiment un prébiotique très important. Vous avez peut-être remarqué, si vous en mangez, que les topinambours ont tendance, si on en mange trop, à donner des ballonnements. En fait, c'est QFD. Pourquoi on a des ballonnements ? C'est parce que la flore digère justement ces prébiotiques. Donc les bactéries, c'est elles qui vont réussir à digérer ça. Et quand elles digèrent, elles font des gaz. Et c'est pour ça que si on en mange trop et qu'on n'a pas l'habitude, ça peut avoir tendance à donner des ballonnements. Donc ça veut dire qu'il ne faut surtout pas arrêter d'en consommer. Simplement, je vous conseille topinambour d'en mettre un petit peu à la fois avec d'autres légumes pour vraiment réhabituer votre flore intestinale. On en trouve également dans les céréales complètes.
ou semi-complète. Hein. Si on mange du riz blanc ou des pâtes blanches, en fait, il ne reste que de l'amidon. Donc, on a enlevé toutes les différentes enveloppes autour de la céréale. Et donc, on a perdu au passage énormément de fibres, de minéraux, même de protéines également. Légumineuses, excellente source également de prébiotiques. Et un petit peu moins connue, mais ça fera plaisir aux amateurs comme moi, de chocolat noir. C'est le cacao. Alors, on le trouve cru, par exemple, en magasin bio également, mais tout simplement chocolat noir, de préférence, voilà, 75-80% de cacao, sinon on est quand même sur un aliment principalement sucré. Petit focus que je vous ai mis là, aussi en petite recette à faire, la fameuse chicorée qui est quand même bien de chez nous. La racine de chicorée, c'est une excellente source d'inuline, la même chose dont je vous parlais pour le topinambour, et on peut se faire sous forme d'infusion ou de décoction voilà, une infusion de chicorée, de racines de chicorée. Un réflexe très facile, vous pouvez tester ou même le mélanger à d'autres plantes si vous voulez avoir un goût un peu plus typé. Une tasse par jour, voilà, ça peut être une façon très intéressante d'avoir une source de prébiotiques. Alors, j'en viens maintenant aux probiotiques. Alors, sachez qu'il y a quand même certains aliments qui vont nous apporter des probiotiques. Il n'y en a pas beaucoup. On a beaucoup plus facilement des prébiotiques, mais on peut quand même en trouver dans l'alimentation sans forcément passer par une complémentation. Après, je fais tout de suite la parenthèse, ça fait partie vraiment des complémentations qu'on peut faire en prévention. Alors, il y a plein d'autres raisons pour lesquelles on peut conseiller des probiotiques, mais là, ça serait trop long de développer ça. Surtout qu'il y a plein de probiotiques différents, évidemment. Du coup, les souches qu'on va choisir, on va les choisir en fonction de l'objectif qu'on a. Mais d'une manière générale, faire une cure de probiotiques à l'entrée de l'hiver, c'est tout à fait pertinent. Pourquoi ? Parce que justement, ça va permettre de s'assurer un bon équilibre des différentes populations de bactéries dans les intestins. Cure de probiotiques, si vous en avez ou vous souhaitez en acheter, vérifiez. Alors, c'est difficile de vous répondre dans l'absolu sur tous les labos, mais vérifiez que ça soit dosé à au moins 10 milliards de bactéries. Si c'est moins, alors je parle pour les adultes, hein, si c'est moins, ça risque d'être peu efficace. Prenez-le de préférence à jeun le matin. Si ça vous donne trop de ballonnement pendant le petit déjeuner, pendant quelques jours pour habituer, et après vous retestez à jeun. Et que vous dire d'autre ? Oui, essayez quand même de faire une cure au moins d'1 mois. Donc, j'en reviens à l'assiette. Alors, la fameuse choucroute, hein, on peut se dire que la choucroute, c'est pas forcément le top. La choucroute en soi, que la choucroute, je parle, hein, je parle pas de toute la viande et toutes les choses qu'on peut mettre avec. La choucroute, c'est lactofermenté, hein, donc c'est vraiment les légumes lactofermentés d'une manière générale sont une excellente source de probiotiques. Alors, on peut les faire soi-même, mais on peut aussi, pour tester, les trouver là aussi en magasin bio, au rayon frais. Donc ça, c'est une excellente source de probiotiques. Et là, je vous ai fait un petit focus sur le kéfir de fruits. Alors, ça fait partie, c'est des boissons traditionnelles en Grèce, par exemple. Hein, ils boivent ça très facilement. Alors, ça, c'est super. C'est presque un complément à part entière. On trouve aussi, peut-être vous verrez ça aussi en magasin bio, ce qu'on appelle de la kombucha. Alors, c'est pareil, c'est ce qu'on appelle des boissons fermentées. Le kéfir de fruits, pareil, je vous ai mis la recette si vous voulez tester. C'est très, très, très facile à faire. Le seul point de départ, c'est qu'il faut avoir des grains de kéfir. Alors souvent, c'est des choses qu'on se transmet. Je pense que vous pouvez peut-être trouver sur Internet des réseaux, par des forums, par connaissance, etc., pour avoir des grains de kéfir. Parce qu'une fois qu'on en a, quand vous en faites, ça prolifère tellement qu'après, on ne sait plus quoi en faire. Sachez aussi qu'on peut congeler des grains de kéfir pour en refaire par la suite. Voilà, donc si vous voulez tester, ça c'est vraiment facile à faire. C'est pareil, ça fait partie des choses qu'on peut faire en famille avec des enfants, parce que c'est plutôt ludique. Et puis, encore une fois, c'est toujours chouette, je trouve, de faire les choses soi-même. Et en plus, c'est vraiment quelque chose d'intéressant pour la santé. Voilà, donc je vais clôturer pour ne pas trop prendre sur le temps de Corinne et lui laisser la parole pour la partie émotionnelle. J'ai vu qu'il y avait quelques questions, donc je vais y répondre alors soit maintenant, soit Corinne, tu me dis, ou sinon j'essaie de répondre déjà par le chat pour te laisser du temps.
On peut Alors, peut-être ce faire que je ça propo ah, ouais, dis ce que je propose, c'est que comme j'ai vu beaucoup, beaucoup de questions et en même Ouais. temps, je ouais. suis d'accord avec toutes ces questions. C'était tellement passionnant, Claire. Je vous avais pas menti, on avait du sujet. Alors, je vais démarrer la deuxième partie et puis Ouais. pendant ce temps, comme ça, Claire va pouvoir répondre à vos questions, revenir sur le chat et vous apporter des réponses. De toute façon, par rapport à ce qui a été abordé, Claire et moi, on fera le point après ce webinaire. On mettra en commun les retours, les questions, etc. Et il y a un endroit, comme vous le savez peut-être maintenant, où on met à votre disposition des ressources sur une page de site que je vous expliquerai ça à la fin, juste après. Alors, je prends le relais sur, hop, voilà, la partie émotion. C'est le moment de vous expliquer, de vous présenter, d'observer de quelle manière ces émotions elles peuvent influencer notre système immunitaire. Alors, de quoi on parle exactement? Hop, voilà, on va parler un petit peu de l'enjeu de ce système immunitaire. La définition du système immunitaire, c'est la propriété que possède notre organisme à se défendre contre les agressions extérieures. Mais on pense en effet souvent immunité, on pense principalement les microbes, les bactéries, les virus, etc. Sauf que les agressions extérieures auxquelles on peut être exposé, elles peuvent être d'une autre nature que purement biologique. Ça peut être aussi ce qu'on subit, ce qu'on ressent. Et là, c'est là où je parle des émotions. Alors, bienvenue aux émotifs anonymes. On va parler de la manière dont nos émotions, elles peuvent nous impacter notre état global. Alors je m'adresse à tout le monde, aux hypersensibles, comme à ceux qui auraient tendance à refouler leurs émotions, à ceux qui les vivent à fond, à ceux qui se définiraient plutôt comme des insensibles, des durs, des gros durs, des très très durs. Il faut que ce sujet puisse parler à tout le monde parce qu'on a en effet tout simplement chacun une façon à nous de transporter nos émotions avec plus ou moins de facilité. Chez certains, les émotions, elles vont passer comme une lettre à la poste, comme si de rien n'était, là où chez d'autres personnes, c'est rapidement un tsunami. Alors, à l'évidence, c'est indissociable de notre patrimoine génétique humain. Elles participent, ces émotions, à notre survie. Elles nous montrent le danger, elles nous guident vers ce qui est bon pour nous en réalité. Donc il faut considérer ces émotions comme des messagers intelligents. Alors on va partir d'une idée simple, qu'elles sont nos alliés, elles ne sont pas là par hasard. L'enjeu, c'est de trouver le juste équilibre, de trouver l'équilibre émotionnel. Alors, vous allez rapidement comprendre que forcément, ce n'est pas les émotions positives qui posent problème, qui peuvent nuire à notre immunité ou à notre équilibre, mais plus souvent les émotions négatives qu'on va avoir tendance à se prendre de plein fouet, celles qui nous polluent, qui nous étouffent, etc. Alors, si on fait un petit tour d'horizon des émotions, on voit qu'il y a des grandes émotions de base et que chaque émotion, peur, colère, joie, tristesse, etc., elles ont toute une fonction. La peur, elle assure notre protection. Par exemple, la joie, c'est ce qui permet à l'humain de se reproduire. Le dégoût, ça inspire le rejet, etc., etc. On voit qu'en fait, c'est comme des couleurs qu'on mélangerait sur la palette d'un peintre. En fait, ça peut, si on combine ces couleurs, si on les mélange, on va produire d'autres émotions. Si on imagine qu'on associe la joie et la confiance, ça donne naissance à l'amour. Si on associe de la tristesse à du dégoût, on va créer des remords, etc., etc. Donc les combinaisons, elles sont presque infinies, mais c'est justement ça qui nous fait prendre conscience que on est riche de ces émotions. Donc c'est une fonction de survie, c'est ce qui maintient la vie et ce qui nous permet de rester vigilants face au danger. Alors, pour faire le lien avec la thématique du jour, hein, l'immunité, le système immunitaire, il faut se dire qu'il y a des études qui ont permis de savoir, qui permettent maintenant de savoir qu'aussitôt qu'on vit des émotions négatives comme la colère, l'agressivité, la violence, etc., eh ben notre système immunitaire, il va y être très sensible, il va y réagir d'une façon particulière. Et notre système immunitaire, il va s'affaiblir à cause de ça. Ça, c'est quelque chose qui est mesurable, qui est quantifiable. Alors, notre système, nos émotions, notre second système immunitaire, je vous propose d'observer les points communs qu'il peut y avoir entre système immunitaire et système émotionnel. Alors, si on les compare, il y en a un qui est biologique. Le système immunitaire, il est purement biologique. L'autre, il est psychocorporel. Les émotions, c'est psychocorporel. Les deux sont essentiels à notre survie sur Terre. On voit qu'ils ont déjà ce point commun. L'un comme l'autre, ce sont deux systèmes très complexes. Ça met en jeu des organes, des fonctions, des processus, des mémoires. Donc c'est quand même assez complexe. C'est pas anodin dans le fonctionnement dans le corps. L'un comme l'autre, ils échappent au contrôle. Ça fonctionne en permanence. Ça s'opère sans qu'on ait besoin de les activer, de faire quoi que ce soit.
L'un comme l'autre, ils sont aussi opérationnels dès la naissance, même avant pour le coup. Euh, ce sont des processus qui vont même intégrer dans leur fonctionnement la mise en mémoire de ce qu'ils ont vécu. Ok. Alors, du coup, ça nous dit d'ailleurs qu'ils ont une dimension innée, hein, c'est indépendant de nous-mêmes, et une dimension plutôt acquise, propre à chacun de nous, hein, du fait de notre histoire. On peut comparer ça en fait on peut se dire que les émotions, c'est comme la fièvre. La fièvre, on cherche toujours à la faire baisser, à la faire disparaître. On oublie souvent d'ailleurs qu'elle est là pour quelque chose en fait. Elle accélère, elle stimule, elle accélère les réactions immunitaires. Eh ben, les émotions, c'est pareil. On a tendance à vouloir les faire disparaître avant même d'écouter ce qu'elles disent de nous, ce qu'elles nous indiquent, ce qu'elles veulent nous envoyer comme message. Donc, comme notre système immunitaire, qui conserve la mémoire des bactéries, des virus qu'il a déjà rencontrés, eh ben notre système émotionnel, pardon, il va garder la mémoire de toutes les sensations qui ont déjà été vécues. Et finalement, ce qu'il y a de commun aux deux systèmes, c'est d'améliorer la réponse la prochaine fois. Donc, un épisode émotionnel, on peut dire que c'est comme une crise inflammatoire. Il faut se dire que l'inflammation en soi n'est pas un problème. L'inflammation, c'est une solution. C'est une réponse à un agent pathogène. Donc, supprimer l'inflammation, ça ne ferait pas disparaître l'agent pathogène. Bah, l'émotion, c'est pareil. Vouloir la faire disparaître, ça ne fait pas disparaître ce qui nous anime finalement au départ. Alors, si on regarde cette citation de Claude Bernard, ça nous aide à faire évoluer notre point de vue à propos des émotions. Le microbe n'est rien, le terrain est tout. Claude Bernard, c'est un médecin du 19e siècle à qui on doit des grandes avancées dans le domaine de la médecine, des découvertes. Claire vous en parlerez beaucoup mieux que moi d'ailleurs, hein, de ce personnage essentiel dans l'histoire de la médecine. Qu'est-ce que ça veut dire surtout? Le microbe n'est rien, le terrain est tout. Ça veut dire qu'il s'agisse d'immunologie ou d'émotion, notre réponse à un stimuli ou à un agent pathogène ou à des événements, c'est d'abord significatif de l'état dans lequel on est, notre état interne. Prenez l'exemple du pollen, les pollens au printemps, ça ne déclenche pas des allergies chez tout le monde. Il y a des organismes qui vont développer des réponses, hein, des problèmes respiratoires, là où chez d'autres, il ne va rien se passer du tout. En période d'épidémie grippale, tout le monde n'attrape pas la grippe, au sein même d'une même famille pourtant, alors que c'est très transmissible. On sait par ailleurs quand même que les personnes qui auraient tendance à être très stressées ou très fatiguées de façon chronique, elles vont attraper quand même plus rapidement, plus facilement le virus. Donc c'est bien le terrain ou bien l'état interne, on pourrait dire comme ça, qui va participer à rendre notre immunité plus ou moins efficace. Et là, c'est ce qui se produit au niveau émotionnel, hein. Un événement presque anodin qui va être vécu par quelqu'un de façon comme ça très banale, ça peut être un cataclysme chez quelqu'un d'autre. À l'inverse, un événement qui va être jugé particulièrement difficile pour l'un, il peut être vécu comme une expérience enrichissante qui a fait grandir quelqu'un d'autre. Tout dépend du terrain, encore une fois. On a tous notre propre terrain individuel qui va être constitué de nos expériences et en même temps de notre environnement, forcément. Alors, l'émotion, la même qui est capable de nous faire déraper, qui va s'accompagner d'effets indésirables dont on se passerait bien, eh ben, c'est en même temps notre système de survie. Alors, la bonne question, c'est pas comment je peux me débarrasser de ces émotions, mais plutôt qu'est-ce qu'elles me disent. On va davantage gagner en bien-être, non pas en cherchant à contrôler la nature, on n'a pas ce pouvoir d'ailleurs, hein, de toute façon, mais plutôt en cherchant à s'associer intelligemment à la nature. Si vous prenez l'image d'un surfeur, un surfeur, il n'a aucun contrôle sur la vague, il n'a aucun moyen de maîtriser la puissance de la vague, mais s'il réfléchit à la meilleure façon de la prendre, donc s'il cherche à comprendre comment elle arrive, comment elle se développe, etc., il va réussir à s'associer à la vague et il va glisser pour faire qu'un avec la vague. Et ben dans certaines situations, comprendre la vague émotionnelle, ça permet de surfer dessus. Et du coup, ça permet d'avancer, de grandir, peut-être même parfois d'y prendre du plaisir. Alors, à défaut, si je ne cherche pas à comprendre la vague émotionnelle, je vais lutter contre elle. Je vais essayer de la refouler. Et bien là, je vais le payer cher, je vais le payer certainement, je vais le payer cash. Cette vague émotionnelle, elle va m'écraser, elle va m'emporter en fait. Je vais la subir plutôt que de surfer dessus. Donc la vague émotionnelle, c'est le mouvement de la vie. C'est à nous d'y voir là une énergie, une opportunité, ou d'y voir une difficulté, une fatalité.
Alors, il y a des disciplines aujourd'hui qui voient le jour, hein, qui permettent de bien mettre en évidence ce lien, hein, entre le domaine psychologique, neurologique, immunologique, etc. C'est la psychoneuro-endocrino-immunologie qui crée le lien entre toutes les différentes parties de l'être. Psycho, les émotions, les pensées. Neuro, c'est-à-dire voir comment ça se répercute sur le système nerveux. Endocrino, quelle est la réponse hormonale qui va se mettre en place. Et immunologie, quelles répercussions tout ça va avoir sur mes défenses immunitaires, donc quelles vont être les répercussions sur l'état de santé. Il y a des expériences, hein, qui ont été menées et qui permettent d'observer que l'activité du cerveau sur différentes personnes qui sont en train de regarder des films, par exemple, si on analyse le cerveau, si on observe avec un IRM, on sait dire que selon ce qu'ils regardent, on sait que le cerveau ne va pas s'activer de la même façon selon les émotions qui vont être générées par le film. Alors, qu'est-ce que ça a comme conséquence sur notre santé? Eh bien, une chaîne de réactions qui se met en place. Quand on est dans l'émotion négative, on va activer la branche sympathique du système nerveux. C'est le système nerveux qui met en tension, hein, c'est plutôt ce qui crée le stress. Au niveau endocrinologique, du coup, cet état il va sécréter, entre autres, 2 hormones, hein, l'adrénaline et le cortisol. Et là, on voit bien la cascade psycho-neuro-endocrino-immunologique. Alors, si le stress aigu, on l'a déjà dit, hein, à d'autres occasions, si c'est ponctuel, c'est pas forcément négatif, ça fait partie de l'humain de toute façon. C'est le stress chronique, au contraire, qui est capable d'épuiser notre organisme, mais on sait qu'on a la possibilité de renverser la vapeur, parce que cette cascade psycho-neuro-endocrino-immunologique, elle peut prendre une autre voie complètement. Si je prends conscience que je peux générer des émotions positives ou des émotions agréables, eh bien, ça va être la branche parasympathique du système nerveux qui va se mettre en route, c'est-à-dire non pas le système qui crée de la tension, mais celui du relâchement et de la détente. Et là, lui, dès qu'il s'active, eh bien, tous les mécanismes de récupération du corps, ils vont se mettre en route, et le système immunitaire, il va fonctionner de façon optimale. Donc, ça vous rappelle peut-être, pour ceux qui étaient là la semaine dernière, on a parlé du nerf vague. Vous êtes en train de vous dire, mais tout est lié en fait. Ben, en fait, oui, tout simplement, tout est lié. Alors, pour savoir où est-ce que vous en êtes sur le plan des émotions, savoir comment vous utilisez vos émotions. Est-ce qu'il y a une façon de plus ou moins bonne de les utiliser? Il y a un indicateur qui peut vous aider à connaître votre profil émotionnel. Ça, on va appeler ça l'intelligence émotionnelle. Et travailler son intelligence émotionnelle, ça participe par conséquence à améliorer notre terrain, donc à préserver notre état interne et par extension à optimiser le fonctionnement, notamment, entre autres, de notre système immunitaire. Alors, connaissez-vous votre quotient émotionnel? Si vous regardez sur l'image, vous observez qu'il y a le QI, le quotient intellectuel, que tout le monde connaît en général, hein, c'est la partie visible de l'iceberg. Et puis, vous avez le QE, le quotient émotionnel, qui est moins connu, mais qui nous définit pourtant beaucoup plus que le QI. C'est la partie immergée de l'iceberg. Donc, le QI et le QE, ce sont 2 quotients qui vont jouer forcément un rôle fondamental dans la réussite globale de notre vie. Et on passe notre temps en fait à combiner ces 2 formes d'intelligence pour s'épanouir et s'accomplir dans la vie de tous les jours. Alors le quotient intellectuel, il est considéré comme inné et plutôt immuable, hein, il change très peu ou pas, hein, au long d'une vie. Un test de QI va mettre en évidence des capacités de logique, intellectuelle, des capacités techniques, mais il ne va pas tenir compte d'autres capacités qui sont pourtant nécessaires à notre épanouissement, comme la capacité à exprimer nos émotions ou à décoder et comprendre celles des autres. Alors, qu'est-ce que c'est que l'intelligence émotionnelle? Il y a des chercheurs qui suggèrent que notre quotient d'intelligence émotionnelle, il peut déterminer jusqu'à 80% de nos succès, de nos réussites, que ce soit dans la vie personnelle ou dans la vie professionnelle. Donc, si faire preuve d'intelligence au sens où on l'entend traditionnellement, ça va être important pour réussir une vie, faire preuve d'intelligence émotionnelle, ça sera davantage la clé pour bien communiquer et augmenter notre bien-être au quotidien. C'est ce qui permet de s'adapter aux situations humaines un peu complexes ou à faire face à la pression, on va dire, au quotidien. Ça se définit comme l'habileté à percevoir, à exprimer des émotions, à les intégrer, à les réguler aussi bien chez soi que chez les autres.
Alors, sur quoi on calcule ce quotient d'intelligence émotionnelle? Ce concept-là de quotient émotionnel, il est né dans les années 90, hein. C'est quand même quelque chose qui est assez récent finalement. Il est calculé sur l'aptitude d'une personne à être à la fois consciente de ses propres émotions, de la manière dont elles vont influer nos propres comportements, sur l'aptitude aussi à être attentif à l'impact que nos propres émotions, elles peuvent avoir sur les autres. Et puis, sur l'aptitude à être suffisamment empathique pour comprendre les besoins des autres, en fait. D'être capable de mieux interagir, de mieux communiquer avec les autres dans n'importe quelle circonstance. Donc, ça repose sur 4 dimensions. La conscience de soi, donc prendre du recul par rapport à soi, hein, être capable de décrypter ses émotions. La maîtrise de soi, la capacité à réguler les émotions, les pensées aussi, les comportements, bien sûr, tout ça. La conscience sociale, ça reflète l'aptitude d'une personne à ressentir, à réagir, voire à interagir face aux émotions qui sont vécues par les autres. Et puis, la gestion des relations, on va plutôt parler de l'intelligence sociale qui va permettre de favoriser la compréhension des autres pour interagir avec eux. Donc pour ça, on va distinguer une intelligence émotionnelle globale, hein, ça va indiquer comment vous utilisez vos émotions pour mener votre vie en général, mais on peut affiner ça en distinguant des sous-catégories. D'abord, l'intelligence émotionnelle intime, le rapport à soi. Là, ça va être notre capacité à développer notre propre épanouissement. On pourrait rentrer plus dans le détail, mais on n'aura pas le temps aujourd'hui. Ensuite, il y a l'intelligence émotionnelle sociale, le rapport aux autres, notre capacité à communiquer avec les autres, à entrer en communication avec l'autre. Et l'intelligence émotionnelle existentielle, le rapport à la vie, c'est-à-dire le recherche de l'harmonie, la capacité à créer de l'harmonie autour de soi. Alors, pourquoi et comment évaluer ce quotient émotionnel? Il y a un test d'intelligence émotionnelle qui sert à évaluer cette capacité à prendre, par exemple, des initiatives. Ça nous donne des indications sur notre confiance en nous, sur notre capacité à nous adapter aux situations, notre facilité à nous fondre dans la société, à comprendre nos émotions et celles des autres, évidemment. Si l'intelligence émotionnelle, c'est un facteur d'augmentation du bien-être, bah alors du coup, il faut commencer par l'évaluer, ce quotient émotionnel, pour apprendre de soi-même, identifier les forces, quelles sont nos forces, naturellement, ou celles qu'on a déjà pu travailler, et puis travailler aussi sur des pistes d'amélioration. C'est vraiment cette compréhension de nos propres mécanismes qui va être la clé de nos réussites personnelles, de notre épanouissement personnel, social et professionnel d'ailleurs. Alors, comment on évalue cette intelligence émotionnelle? Tout simplement en répondant à un questionnaire sous la forme de 42 affirmations. Je vous le donnerai, hein, bien sûr, vous pourrez faire ce test. Vous choisissez dans quelle mesure ces affirmations, elles vous correspondent en cochant alors c'est soit tout à fait vrai, plutôt faux ou tout à fait faux. Le but, c'est vraiment de pas passer trop de temps sur chaque question. Il faut que ce soit assez intuitif. Il faut essayer d'être assez spontané, de suivre votre intuition. Et tout ça va vous permettre d'obtenir ensuite des scores qui vont vous éclairer sur votre mode de fonctionnement et vous donner des clés pour agir au quotidien. Le but, c'est tout simplement d'identifier à quel moment vos émotions, elles sont capables de vous servir et dans quel cas elles peuvent vous desservir. Comment en faire vos alliés pour optimiser votre état interne et comment faire vos alliés aussi pour maintenir cet équilibre. Alors, dernière question, est-ce qu'on peut faire évoluer ce quotient émotionnel? La bonne nouvelle, c'est oui. Contrairement au QI, on disait tout à l'heure, c'est quelque chose d'assez immuable. Le QE, lui, on va pouvoir le travailler. On va pouvoir développer son quotient émotionnel en travaillant sur la maîtrise des émotions, sur la compréhension des émotions des autres. Et pour ça, je vous propose 6 règles d'or. Des règles d'or qui vont permettre de faire évoluer, de faire gagner en confort émotionnel, en fait. Parce que développer l'intelligence émotionnelle, c'est finalement trouver plus de confort dans la façon de vivre les émotions au quotidien. Alors, première idée toute simple, enrichir le vocabulaire émotionnel. Clairement, c'est peut-être un peu culturel, hein. On peut avoir grandi avec l'idée qu'il ne faut pas s'écouter ou encore moins se plaindre. Du coup, les mots nous manquent souvent quand il s'agit d'exprimer nos émotions. Je le constate en cabinet, hein, que ce soit chez des enfants, chez des ados, chez des adultes. On peut avoir, quand il s'agit d'exprimer les émotions, une espèce de brouillard émotionnel. Voilà. Alors qu'en fait, la langue française, elle prévoit plein de mots. On a une langue qui est très riche pour donner toutes les nuances, toutes les perceptions, affiner tout ce qui peut nous sembler vague dans une émotion de base, hein, que ce soit la peur, la colère, la tristesse.
il y a plein de nuances finalement. Donc la prochaine fois, plutôt que de dire je vais pas bien, je me sens pas bien, essayez de vous interroger, dire voilà, est-ce que je suis énervée, est-ce que je suis plutôt inquiet, est-ce que je suis anxieux, est-ce que je suis mélancolique, est-ce que je suis complètement dépité. Vous voyez, en fait, finalement, il y a plein de vocabulaire, il y a plein de sous-catégories des émotions. Alors, je mettrai dans les ressources, encore une fois, je vous montrerai où après, je mettrai dans les ressources à l'issue du webinaire une liste de mots qui peuvent vous aider à nuancer vos émotions. Alors, faites l'exercice tout simple sur une feuille blanche. Rappelez-vous d'une situation récente qui vous a perturbé et notez les pensées qui vous ont, les pensées et les émotions, tout ce qui vous a troublé. Nommez ça sur une feuille, sans vous juger surtout. Et puis, faites évoluer cette perception en essayant de trouver le vocabulaire qui précise un petit peu mieux cette situation. Alors, vous aurez plus de facilité à comprendre votre émotion quand vous aurez mis les bons mots dessus. Et puis, ça vous permettra aussi peut-être de clarifier la situation que vous avez peut-être mal vécue pour le coup. Ensuite, chasser les pensées ruminantes. Alors, les neurosciences nous apprennent qu'en fait, on a en moyenne 60 000 pensées de pensées par jour. Il y a probablement à peu près 95% qui sont les mêmes que celles qu'on avait hier. Et parmi ces pensées, il y a 80% de pensées, ça peut aller jusqu'à 80% de pensées négatives. Alors, la prochaine, la pensée, on va dire que c'est ce qui précède finalement l'émotion. Si je me dis, oh là là, quelle galère, ça va entraîner une émotion ou un sentiment plutôt négatif. Si je me dis, oh, ça va super bien se passer, je suis contente d'y aller, ça va enclencher un sentiment positif. Il faut donc éduquer, c'est une question d'éducation de nos neurones à penser en positif. C'est un truc, c'est également une méthode, un entraînement. Chaque soir, avant de vous coucher, avant de vous endormir, repensez à 3 choses positives de la journée. Vous voyez le livre là, 3 kiffs par jour, par exemple. Il y a plein de livres qui vous aident à ça. Repensez à 3 choses positives que vous avez vécues dans la journée. Vous allez voir qu'au bout de 3 semaines, ça peut avoir des effets rapides quand même, le cerveau il s'habitue à générer plus facilement des pensées positives. Donc voilà, l'autosuggestion positive, Émile Coué, encore une fois, revoilà Émile Coué. Ensuite, détecter les émotions cachées. Parce qu'il s'agit de déjouer un phénomène qu'on va appeler le racket émotionnel. C'est un truc qui va venir fausser notre rapport à soi-même, d'ailleurs, et le rapport aux autres. Quand on a une émotion qui n'a pas pu être vécue dans le passé, parce qu'elle n'a pas été admise, parce qu'on l'a refoulée, pour X ou Y raison, cette émotion, elle va ressurgir comme un boomerang dans le présent, à un moment d'ailleurs où c'est pas forcément adapté, où ça peut être vécu de façon excessive. Mais c'est parce qu'en fait, cette émotion, elle se planque derrière une autre émotion. On va avoir un torrent de larmes dans une situation qui ne demandait pas un torrent de larmes, mais c'est parce qu'en fait, l'émotion, elle est masquée par une autre émotion, mais en fait, celle qui s'exprime vraiment, c'est celle qu'on avait refoulée initialement. Alors, pour éviter ça, demandez-vous peut-être quelles sont les émotions que vous avez tendance à essayer de refouler, celles que vous dévoilez le moins, celles que vous dévoilez assez facilement. Celle que vous allez dévoiler le moins facilement, en réalité, c'est celle qui est la plus authentique. En réalité, c'est celle qui vous correspond le plus. Alors, pour essayer de faire le tri dans tout ça, installez-vous, voyez, dans un moment de détente, dans un moment de confort, vous vous installez dans un fauteuil, vous relâchez bien les épaules, vous desserrez bien les mâchoires, puis vous respirez avec le ventre. On en a déjà parlé, le ventre, c'est le cerveau émotionnel, c'est le siège des émotions. Concentrez-vous sur cette émotion authentique, cette émotion que vous auriez tendance à refouler en temps normal. Laissez monter les sensations et puis simplement libérez-vous juste de cette émotion. Grâce à votre respiration et au mouvement de votre ventre, vous allez voir que vous allez pouvoir faire comme une espèce de détox tout simplement de cette émotion qui peut avoir tendance à vous polluer. Alors, faire des compliments et remercier, ça aussi, c'est bon pour l'intelligence émotionnelle. Si, par exemple, je dis, voilà, Claire, vraiment, je tiens à te féliciter, je te remercie pour ce moment de partage. Et je vais rajouter, je suis vraiment très heureuse d'avoir partagé cette conférence avec toi. Vraiment, je suis très contente. Souvent, on se limite à la première partie. On se retient de dire les choses, on ne s'autorise pas à extérioriser à 100% ce qu'on ressent. Alors qu'en fait, en livrant ce qu'il y a de plus humain en nous, non seulement c'est bon pour nous, mais en plus on va nourrir le besoin de reconnaissance de l'autre. Et ça permet de se positionner sur la même longueur d'onde. Ça améliore la communication et l'échange avec les autres. Ça va libérer dans le cerveau de votre interlocuteur des endorphines, de la dopamine, des hormones du bonheur. Donc
entraînez-vous à donner des compliments. Dites des compliments en disant je. Voilà, il faut que ça vous implique vraiment. On peut faire, il y a des techniques, hein, on peut se créer un petit carnet de gratitude, par exemple. Vous notez toutes les choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant à propos de vous-même, vous vous complimentez vous-même, et puis ce que vous pouvez complimenter chez les autres également. Alors, apprendre à pardonner, bon, ça, c'est pas facile toujours de passer l'éponge. Pourtant, on sait très bien que le fait de traîner de la rancœur, ça va mêler de la colère, de la frustration, ça va être pesant aussi bien physiquement que moralement, hein, ça va nous polluer dans la relation avec l'autre, avec le coupable. Pardonner, ça veut pas dire qu'on oublie, mais ça permet de se sentir mieux, de s'apaiser soi-même et de se soulager. En pratique, hein, de façon très concrète, le pardon, c'est un processus. Ça veut dire que ça peut prendre un petit peu de temps. Dans l'idéal, il faut pouvoir prendre déjà le temps de reconnaître, d'admettre ce qui vous a blessé. Ça peut prendre des jours ou des semaines, hein, évidemment. Puis ensuite, il faut l'exprimer. Il faut pouvoir exprimer à l'autre ce qui vous a contrarié, ce que l'autre a d'ailleurs peut-être pas forcément deviné ou compris, hein. S'il faut aller plus loin, aller échanger en profondeur, il faut communiquer. Le pardon, ça passe par la communication. Donc on voit bien que c'est en lien avec l'intelligence émotionnelle, hein. Si on arrive à entrer en communication, on va peut-être par exemple pouvoir décider de repartir sur une page blanche, de pardonner vraiment, parce que c'est ça qui aide à passer à autre chose. Donc le pardon, c'est bon pour l'intelligence émotionnelle également. Et puis, adopter une écoute empathique. Écouter, c'est essentiel, à condition de ne pas rester en surface, de ne pas juste dire oui, oui, vas-y, je t'écoute. Voilà, il faut vraiment pouvoir aller au cœur des problèmes, faire abstraction de soi, en fait, quand on est dans l'empathie. Être empathique, c'est la faculté assez intuitive de se mettre à la place de l'autre, de percevoir ce qu'il ressent. Vous pouvez adopter l'écoute empathique avec vos enfants. On peut aller plus loin finalement. On peut s'entraîner à ça avec nos enfants en utilisant des verbes comme je comprends, je vois, j'entends. Et puis vous enchaînez avec ce que vous avez, ce que vous percevez comme émotion chez l'autre. Je comprends que tu es déçu, par exemple. Je vois que je vois que ça te fait peur. Je vois que tu es en panique. Je sens que tu es en colère. Et derrière, de pouvoir dire, voilà, si tu veux, on peut en parler. Ça positionne en fait une espèce de miroir émotionnel qui est vraiment favorable à l'échange, à l'apaisement pour tout le monde. Et tout ça, en fait, ça nous fait grandir dans l'intelligence émotionnelle, ça nous fait avancer, ça nous fait grandir et ça nous fait gagner en confort, en fait, finalement. Comme on disait tout à l'heure, notre système émotionnel, il a une mémoire et ça nous aide à mieux vivre les événements suivants. Alors, toutes ces astuces, elles aident à développer, à augmenter notre intelligence émotionnelle. Je vous propose de retrouver tout ça, comme d'habitude, sur le site sophrologie-béthune.fr. Il y a une page qui est réservée à la MMJ. Dans le menu Sophro en ligne, vous pouvez sélectionner le programme MMJ. Vous atterrissez sur une page où il y a d'ailleurs les 3 webinaires du cycle de novembre qui sont présentés. Pour chaque webinaire, vous retrouvez le lien du replay à chaque fois, et puis l'accès à une page qui reprend des exercices, des infos, des clés, tout ça pour mettre en pratique les apports au quotidien. Tout ça pour faire décoller votre capital bien-être tout l'hiver. Alors, je me concerterai avec Claire pour vous apporter aussi toutes les infos qui concernent la partie, bien sûr, aussi alimentation, évidemment. Voilà, j'ai essayé de synthétiser au maximum. J'espère que s'il y a des questions, est-ce qu'on peut quand même encore y répondre? Je vais laisser Claire et Colline revenir. Merci beaucoup, Corinne, pour cette présentation. J'ai une petite question qui nous est posée. Est-ce que vous auriez des livres incontournables à nous conseiller sur l'intelligence émotionnelle? Ah oui, il y en a, je vais le mettre dans les ressources. J'ai pas ces références-là pour pas vous donner, parce que autant vous donner le bon titre, le bon auteur et la bonne édition. Je vous joindrai également dans les ressources. Parfait. Merci beaucoup. Merci Claire aussi d'avoir répondu à toutes les questions par écrit. C'est super. Oui, avec on a bien fait de faire comme ça. Oui, c'était bien. Il y avait beaucoup de questions. Il y avait beaucoup de questions. Donc, on a bien fait effectivement de faire comme ça. J'attends pour voir effectivement si une question arrive. En attendant, j'ai pris un petit peu d'avance et j'ai partagé le sondage de fin de conférence. Un grand merci à toutes les deux. Hein.
Merci, Avec merci plaisir. beaucoup. Je vois C'est un une plaisir. question de Marguerite qui pose si l'autre n'est plus là, en effet, ou si c'est un supérieur hiérarchique. Ça veut dire qu'en fait, c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident. Le pardon, en effet, si on ne peut pas échanger avec la personne qui n'est plus là, c'est un pardon qu'il faut pouvoir s'accorder entre soi et soi, quelque part, mais le but, c'est de retrouver une paix intérieure, finalement. Et quand c'est un supérieur hiérarchique, alors là, en effet, c'est euh, c'est les codes de la société qui vont s'appliquer, mais ça ne veut pas dire que c'est impossible. Ça veut dire il faut pouvoir être à l'initiative d'une situation qui permet de clarifier une tension émotionnelle. En tout cas, si chez vous ça a généré une tension émotionnelle, il faut pouvoir comprendre déjà pourquoi ça vous a provoqué ça, et puis de pouvoir le poser simplement. Alors c'est difficile de répondre, on ne peut pas faire une réponse trop généraliste, mais c'est la communication, encore une fois, c'est toujours la communication qui aide à résoudre ça. Merci beaucoup. Eh bien, des remerciements arrivent dans le chat. On va pouvoir clôturer cette heure de séance. Encore merci à toutes les deux. Pour ma part, je vais rester encore quelques secondes en salle de visio avec les apinotes. Et ben, à toutes les deux, je vous souhaite une très belle après-midi. Merci beaucoup. Merci À bientôt. beaucoup. Au À plaisir. bientôt. Au revoir. Au plaisir. Au revoir. Alors, les apinotes, je reste avec vous. Vous avez pu le voir, je vous ai partagé le sondage de fin pour cette séance. Je suis ravie de vous lire dans le chat